Bienvenue dans cette nouvelle rétrospective. Ce samedi, on revient en été. On vous propose la rétrospective du mois de juin de cette année 2025. C'était le mois des premiers feux de forêt. C'était aussi le lancement de la saison pour les professionnels du tourisme sur le littoral martégal. La réouverture du camping au Tamari. Une grosse frayeur au réveil pour les habitants de Saint-Martin-de-Crau. L'actualité a été dense en juin, on vous résume. C'est avec stupeur que les habitants de Saint-Martin-de-Crau découvrent les conséquences d'une nuit qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Vers 3h ce matin, une pipeline près du Mas Saint-Claude a explosé, provoquant une forte détonation, entendue jusqu'à plusieurs kilomètres. La maison, elle a tremblé, donc voilà, on a eu ce ressenti-là. Comme s'il y avait un avion qui atterrissait, enfin vraiment un grand boom. Et le ciel s'est illuminé d'une lumière orange et c'était assez troublant parce qu'on n'arrivait pas à identifier. Sur place, les secours ont rapidement sécurisé la zone. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts restent importants. Nous sommes rendus pour commencer ici, pour ouvrir donc la cellule de crise, notre plan communal de sauvegarde. Nous avons pu donc communiquer pour assurer, en temps et en heure, faire part de l'avancée de la gestion de cette crise. Et ensuite, nous sommes allés sur place avec Madame la sous-préfète pour nous rendre compte et faire le point avec les différents responsables des cellules de secours, la gendarmerie et autres personnes présentes. Au centre équestre situé tout près de l'explosion, les chevaux affolés par le bruit se sont échappés. Une nuit très agitée pour la propriétaire Elodie, encore sous le choc. Les chevaux sont en sécurité dans des endroits, mais je suis très inquiète parce que moi déjà je n'ai pas du tout les moyens de refaire. J'ai des juments qui vont certainement avorter, qui étaient pleines mais avec le choc vont certainement avorter. Je sais pas. J'ai les propriétaires, ils me soutiennent, mais je pense qu'à un moment donné, si ça dure longtemps, ils vont aller ailleurs. Et en fait, moi, je n'ai que ça comme revenu. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais faire. Des experts sont attendus sur place dans les prochains jours pour définir la cause exacte de cet accident, pendant que les habitants, eux, tentent de reprendre une vie normale. Franck était dans son restaurant samedi soir quand il a reçu un message de la mairie. Son établissement se trouve dans la zone de 500 mètres, considérée comme à protéger par la préfecture au plus fort des flammes. C'est une grosse fumée qui sortait de là, on vient de voir là. Derrière la remorque là, il y avait un nuage qui passait par-dessus quoi. La mairie qui nous a envoyé des messages, oui ça a été comme il faut. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait sur les messages? On vous a dit quoi? Ils nous ont prévenus de se calfeutrer, de ne pas sortir, de faire attention quoi. Ah, vous n'avez pas eu peur donc? Ah, pas du tout, non. Pas du tout, je vous dis, on est habitué avec ces fumées-là. Ce midi, Franck rouvrira son restaurant normalement. Dans le quartier des Barjaquets, plus au nord, Chantal promène son chien comme si de rien n'était. Son lotissement a été la première zone d'habitation dans l'axe de la fumée. Le nuage, il venait d'où là, ici? Il venait de ce côté-là. La diagonale là, vraiment. Il faisait quelle taille? Ouf! Il montait tellement haut dans le ciel. C'était, je sais pas, j'ai du mal à mesurer, mais il était vraiment, il est monté très très haut. C'était très impressionnant. Et puis c'était noir, mais très très extrêmement noir, quoi. Cette riveraine non plus ne prendra pas de précautions particulières, si ce n'est qu'elle assure qu'elle lavera les légumes de son jardin plutôt 2 fois qu'une. Bien sûr, ça nous a notamment impacté énormément sur notre perte d'exploitation parce qu'on démarre la saison. Donc là, comme vous pouvez le constater, c'est le désert. Et c'est bien dommage parce que vous avez beaucoup de locaux actuellement et quand même le tourisme commence à démarrer maintenant. Donc maintenant, on va savoir comment ça va en faire les démarches pour cette perte d'exploitation, qui allait demander, qui se retournait. Et là, on fait comment? Toute l'équipe arrive la semaine prochaine, une grosse partie arrive la semaine prochaine, sachant que j'ai une deuxième base, tout ce qui est paddle, pédalo, jet kit pour les enfants et hybride, et du coup fermé. Donc, et là, c'est pareil. Et je ne vous cache pas que la taxe qu'on paye pour le domaine maritime est quand même assez conséquent. On va voir si le domaine maritime va faire un petit geste envers nous, quoi. Et vous pensez que cet épisode, ça peut nuire à l'image de l'étang? Oui, parce que les gens, ils vont retenir que le négatif. Donc ça a un impact pour nous professionnels, pour les restaurations, pour les pêcheurs, pour les campings aussi. Hein. Donc actuellement s'ils doivent réserver, ça peut leur nuire aussi. Hein. Donc c'est tout un système
qui va être en arrêt. Malgré l'arrêté, vous êtes venu à la plage? Ah oui, totalement. On profite quand même du soleil malgré tout et un petit peu du sable et pour s'amuser. Et puis il n'y a personne, donc on en profite, c'est agréable. Et avec cette chaleur là, c'est pas frustrant de pas se baigner? Un petit peu d'ombre, non, ça fait l'affaire. Après, il y a le bar à côté, on peut aller boire un coup, tout va bien. Vous étiez pas trop au courant de l'arrêté? Ah non, moi je savais pas, je viens d'arriver à 5 minutes et j'ai vu que la baignade était interdite. Mais ouais, voilà. On s'est dit pourquoi pas, puisque la plage elle a été aménagée, c'est plutôt sympa de venir s'y installer. Et pour la baignade? Du coup on pensait que ça allait être retiré aujourd'hui, finalement c'est pas le cas. Mais puisque la plage elle est sympa, on se pose entre amis et puis c'est cool aussi quoi. Vous avez la plage pour vous? On a la plage pour nous, effectivement, il n'y a que nous. Et comment on fait pour se rafraîchir? Pour le coup, grande question. Mais bon, non, je sais pas. Il n'y a même pas de douche, quoi. Et monsieur, il a une idée? Non, pas vraiment. On va s'hydrater, on va boire de l'eau. Et puis voilà. Autrement, après, on peut aller à la mer, c'est à 15 minutes, c'est pas non plus le bout du monde, quoi. Mais là, vous avez la plage rien que pour vous? Effectivement, là, il n'y a personne. À part nous quatre, du coup, on est tout seuls. Tant mieux, on en profite. Les résultats, c'est que nous, on dit que notre poisson n'est pas comestible. Principe de précaution, on est d'accord. Mais le poisson n'est pas comestible, le coquillage n'est pas comestible, les marailleurs ne veulent plus en acheter. La clientèle commence à poser des questions. Et nous, Pudomi, on a 300 familles pratiquement, 80 pêcheurs à pied, 40 bateaux entre l'étang et Martigues qui travaillent dans l'étang qui ne peuvent plus travailler, 2 pêcheurs par bateau, 3 emplois induits à la sortie, ça fait quelque chose comme 300 familles qui sont sur la touche. Jusqu'à quand? On ne sait pas. Pourquoi? On suppose, mais on n'a pas de certitude. Et à la fin du mois, il va falloir payer les traites, il va falloir payer les frais, l'URSSAF, il va falloir... comment on fait? Dans quel état d'esprit est-ce qu'ils sont aujourd'hui les pêcheurs, selon vous? Je dirais en colère, désespéré. On ne sait pas où on va, donc c'est une situation qui est très difficile. Si encore on avait la vérité, il y a tel produit, ça représente tel risque, ça va durer tant de temps pour l'éradiquer ou on pourrait dire, on sait où on va, on peut voir le banquier, on peut demander des aménagements pour les frais qu'on a, mais là on ne sait pas. On nous dit qu'il faut attendre les résultats. Je vais parler cru, on demande aux autorités de se bouger le cul. Végétalisation, amélioration des services, du confort, de l'accessibilité, rehaussement des quais, renforcement de la sécurité, d'importants travaux de modernisation ont débuté à la gare de Miramas. C'est une vision d'avenir que nous avons sur l'ensemble de la région, où la totalité des gares sont refaites. Et c'est plus de 500 opérations qui ont été faites dans nos 145 gares, puisque nous avions toujours dit qu'on ne les fermerait pas et qu'on développerait le train. C'est ce qu'on fait, et la preuve ici à Miramas. Au cœur de ce projet, une grande passerelle qui permettra une meilleure accessibilité à la gare, mais aussi un meilleur raccordement entre les quartiers de Miramas. Pour SNCF Gare et Connexion et SNCF Réseau, c'est un chantier d'envergure parce que déjà c'est une passerelle très importante, elle fera 75 mètres de long, 5 mètres de haut. D'ailleurs on parle de connexion urbaine et ferroviaire, c'est-à-dire que la passerelle aura plusieurs usages. Usage pour desservir les quais et les rendre accessibles à tous par des ascenseurs, et en même temps relier les 2 quartiers de la ville qui sont aujourd'hui séparés par le faisceau de voies, puisque Miramas c'est une gare avec une histoire très forte au chemin de fer. Elle a été construite presque autour du chemin de fer, et donc les voies séparent pratiquement la ville en 2, et donc ça sera un ouvrage qui permettra de réunir les 2 quartiers de la gare. Un projet important qui, pour les élus, va permettre de renforcer l'attractivité de la région sud. Je crois que c'est la clé de voûte d'une grande cathédrale ferroviaire qui est en train de se construire dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On ne le sait pas assez, mais Miramas est une très grande gare de voyageurs et une des plus grandes gares de fret ferroviaire de France. D'après les élus, la fin des travaux est prévue pour l'été 2026. Celle des airs à battre le blé au 19e siècle. Le pin parasol, le tamaris qui est une plante endémique au lieu, comme le chêne vert, comme on peut le voir sur le côté, on a un chêne vert qui est centenaire sur la plage de Ferrières, donc le chêne vert a été implanté là aussi. Tous ces arbres sont des arbres méditerranéens, du coup ne nécessiteront que très peu d'eau dans le futur, mais néanmoins la plantation ça nécessite un arrosage régulier pour pouvoir les faire démarrer.
et au bout de quelques années, 3-4 ans, tout ça, ils deviendront autonomes et ça nécessitera plus d'arrosage. C'est un chantier dont vous êtes fier ? Ah, très fier parce que je suis martégal. Le service existe depuis 1954, je crois. Au départ, c'était le service des plantations et nous n'avons jamais planté autant d'arbres sur un aménagement sur la commune. Donc c'est un chantier sur lequel nous sommes très fiers. Le service est très fier d'avoir pouvoir apporter ça aux Martégots. Ah, magnifique, c'est vraiment magnifique. Ils ont fait quelque chose de beau. J'espère que ça va rester comme ça, mais vraiment, à Martigues, on n'a pas à se plaindre. Déjà, donc, vous avez un parking qui est toujours conservé, qui a été même agrandi un peu plus. Donc il y a des gens qui vont venir. Il y a un jardin d'enfants, donc la petite population va venir. Après, vous êtes directement à la plage, donc estivalement, il y a des personnes qui vont venir. Il y a des jardins, il y a des bancs, il y a des personnes à mobilité réduite qui peuvent venir s'asseoir et apprécier du jardin. Il y a de l'ombre, donc ça fait un vivre ensemble pour tout le monde, toutes les générations et pour toute la population martégale. Ça paraît plus grand et plus d'espace, plus de verdure. Sincèrement, c'est très joli. J'aime beaucoup. Donc pas de regret de l'ancienne place ? Non. Et là, je pense que ça va être bien cadré au niveau des places, parce qu'avant, c'était un peu fourre-tout. Voilà, tout le monde se garait un peu n'importe où. Et moi, je trouve que la verdure, c'est super sympa. Hein. Plus de courrier pour les habitants du Grès, ou presque. La Poste assure ne pas avoir accès aux boîtes aux lettres et ne livre les courriers plus qu'une fois par semaine. De son côté, le bailleur Très Habitat affirme que rien n'a changé, ni les codes, ni les accès. Depuis mardi, on a constaté qu'il y avait ces affiches-là, apparemment ça vient de la Poste, et depuis, on n'a plus de courrier, et le courrier est stocké au-dessus des boîtes aux lettres, comme ça, et on est dans le flou, on attend, voilà. On se sent abandonné. Je vais être hospitalisé le premier là. Et j'attends le bon de transport et tout, je ne vais pas le recevoir. Et je ne vais pas à l'hôpital ici, moi. Voilà. Et je suis en retraite, j'attends les documents, j'attends toujours les documents. Mais pas comme mon cas, moi, c'est un peu tout le quartier. Plus de courrier au Grès, mais aussi à Notre-Dame-des-Marins et Résidence du Canal. Même problème, mais raisons différentes. Il semblerait qu'il y ait un problème d'adressage nouveau suite à l'arrivée de nouveaux facteurs sur le canal. Notre-Dame-des-Marins, c'est plus justifié dans la mesure où il y a eu une agression d'un facteur avec un droit de retrait que nous comprenons, mais ce sont des gens qui sont déjà touchés par la non-distribution des colis depuis des années, pour les mêmes raisons, et donc là actuellement ils sont encore une fois impactés. Moi j'étais postier et c'était du temps où le facteur faisait tout pour que la lettre arrive, même quand elle était mal adressée, alors que je sais que maintenant ils ont des consignes où même si le facteur connaît le destinataire, si c'est mal adressé, on punit. Ce samedi, une réunion publique en présence de Gérard Fraud, conseiller départemental, se tiendra dès 9h au stade du Grès. À pied, à vélo, sur la mer, à cheval, en voiture et à moto, voilà toutes les façons dont vous allez pouvoir retrouver les policiers de Marseille sur les 57 km de littoral. 10 plages seront surveillées pour le confort des habitants et des touristes et pour éviter tout débordement. Les problèmes majeurs que l'on rencontre, ce sont d'abord des vols. C'est la majorité de la délinquance sur les plages. Il y a une espèce d'effet d'aubaine pour certains, d'avoir des regroupements de personnes, des personnes qui sont plutôt détendues, qui sont en vacances, qui ne pensent pas à protéger leurs biens et certains le savent très bien et essayent d'en profiter. C'est aussi pour ça qu'on aura aussi des policiers qui vont patrouiller sur toutes les plages marseillaises de manière très discrète pour essayer de repérer ces équipes qui sont souvent bien organisées. Nouveauté cette année, des CRS seront déployés sur les lieux touristiques comme le Vieux-Port ou la Canebière afin de limiter les vols. Ce dispositif semble prévoyant mais peut-être aussi angoissant pour les touristes. Je ne sais pas si on se sent plus en sécurité quand il y a des bateaux, des voitures, des motos et des policiers à pied et à cheval. Ça donne plus un sentiment d'insécurité que quand ils étaient peut-être pas là. Par contre, c'est vrai que si ça peut peut-être diminuer au moins l'inquiétude qu'on a sur le fait le vol des affaires, nous on n'est que deux. C'est vrai que c'est un peu, quand on a envie d'aller se baigner tous les deux, on se demande toujours pour nos affaires, est-ce qu'elles vont pas partir quoi. Un renforcement de la sécurité dans les transports est également prévu, ainsi que des contrôles anti-rodéo et de produits illicites consommés au volant. L'hôpital de Martigues a organisé aujourd'hui une journée de sensibilisation au risque du tabagisme, l'occasion pour les fumeurs de venir rencontrer des professionnels de l'addictologie
Un premier pas pour se faire accompagner vers l'arrêt de la cigarette. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un petit peu informer les gens de l'arrêt du tabac et les bénéfices à l'arrêt. Eh bien, c'est toujours meilleur pour la santé d'arrêter de fumer et tout est possible, rien n'est impossible. Et il y a beaucoup plus de chances si les gens sont accompagnés. Pour venir en aide aux fumeurs, le personnel propose différentes méthodes physiques mais aussi psychologiques. On propose des prescriptions de patchs, donc des substituts nicotiniques. On propose aussi un accompagnement, donc nous dans le sein vraiment du service, on propose un accompagnement psychologique avec donc notre psychologue Madame Vidal. On propose aussi des consultations tabacologie. C'est vraiment aussi pour développer et pour montrer un petit peu le service, montrer qu'il existe, qu'on peut les accompagner, etc. Nadia fume depuis qu'elle est jeune. Aujourd'hui, elle essaye d'arrêter, ce qui n'est pas facile pour elle. C'est très très difficile. J'ai réussi une fois et j'ai confiance pour réussir une deuxième fois. Ça nous aide beaucoup et ça nous dit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et qu'est-ce qui peut nous aider aussi. En France, le tabagisme reste la première cause de mortalité évitable avec 75 000 décès par an. Quetiapine ou encore Theralite, 2 médicaments qui soignent entre autres l'anxiété, sont aujourd'hui presque impossibles à trouver. Alors, dans certaines pharmacies, on a recours à des préparations magistrales. Renaud Luchard, pharmacien titulaire à la pharmacie des Rosiers à Marseille. On fabrique du médicament. On les sous-traite également pour d'autres pharmacies. On fait appel à nous pour ça. On l'a beaucoup fait. Alors là, c'est la NSM qui avait donné l'accord directement pour... Depuis l'ordonnance, le pharmacien pouvait directement switcher. Donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas à repasser par la case médecin pour la quetiapine. Donc on a fait en grande quantité ici, donc pour nos confrères et également pour nos patients au comptoir directement en bas. Du côté des médecins, il faut savoir aussi jongler pour adapter les ordonnances. Sébastien Rose, médecin psychiatre. Oui, il y a des alternatives, voilà, on trouve toujours des solutions, même si ça prend du temps, même si c'est anxiogène, si c'est angoissant pour les patients, on trouve toujours des solutions. Voilà. Ce qui est inquiétant parfois, c'est quand on a eu du mal à équilibrer certains patients, certains patients qui ont eu du mal à trouver le traitement qui leur convient. Et voilà, quand on arrive à un traitement qui leur convient et que finalement on est déstabilisé, que le patient est déstabilisé à cause de cette situation, c'est sûr que c'est vraiment embêtant. En France, près de 7 millions de personnes prennent régulièrement des antidépresseurs ou des médicaments régulateurs de l'humeur. Et si vous êtes confronté à cette situation, prenez toujours conseil auprès de votre professionnel de santé. 20% des enfants et 40% des adultes souffrent de myopie. Ce trouble de la vue se caractérise par une vision floue de loin et nette de près. La myopie, ça va être un défaut visuel qui va surtout gêner dans un premier temps en vision de loin. Donc la myopie, ça va être dû à un œil trop court ou trop puissant. Et on va devoir enlever de la puissance, donc mettre des verres concaves, négatifs, donc avec une correction notée sur l'ordonnance en moins. Malheureusement, la myopie, on en voit de plus en plus. Et quand on est jeune, si on zoome trop longtemps, si on accommode trop longtemps et trop près, donc trop fort, du zoom va rester enclenché. Donc l'œil va devenir trop fort. Et il faut enlever. Ça crée de la myopie, donc il faut enlever de la puissance, mettre des verres négatifs. Désormais, certains verres capables de freiner la myopie sont partiellement remboursables par la Sécurité sociale, une mesure qui s'adresse aux 5-16 ans souffrant d'un trouble fort ou évolutif. Moi, je trouve ça personnellement génial parce que ça permet de pouvoir avoir un accès à ce verre-là pour des gens qui n'ont pas forcément du coup le budget pour ce genre de verre, qui a quand même un certain coût, et du coup je trouve ça cool que la Sécu elle le finance un petit peu plus au niveau du verre de freinateur de myopie. Chaque verre coûte environ 150 €, soit 300 € pour une paire. La Sécurité sociale en remboursera de son côté environ un tiers. Pour les premières heures d'ouverture, il n'y a pas foule, une difficulté sur laquelle il faut travailler selon Michèle Rubirola, première adjointe. Il fait très chaud et puis
En fait, souvent, dans ces quartiers qui ont plein de difficultés, la santé n'est pas au cœur de leur priorité. Or, la santé, c'est quand même la base de tout, parce que quand on est en bonne santé, on peut avancer. Donc c'est pour ça que l'information est difficile à faire passer. Donc c'est là les Verts aussi, les habitants qui vont informer les habitants de ce qui se passe chez eux. Une mère de famille s'est avancée pour faire le point. Elle a été orientée vers le stand vaccination. Aujourd'hui, j'ai découvert que normalement, je devrais faire le vaccin. Il me manque un vaccin. Je l'ai réalisé aujourd'hui. Et c'est bien que les médecins ils viennent dans le quartier, comme aujourd'hui? Bah oui, c'est bien. C'est bien, ça me fait plaisir déjà. Pour qu'on se déplace, pour aller voir le médecin, pour prendre le temps, attendre, pour qu'on se fasse appeler chez le médecin. Et là, ils ont tous venu, ils ont bien expliqué, bien accueillir. Voilà, ça me fait plaisir moi déjà. Ces villages santé sont aussi l'occasion de rencontrer et de prendre en charge les habitants qui ont été éloignés du système de santé, comme l'explique le docteur François Jacquemin. J'avais un patient qui avait plus de médecin, qui était plus suivi du tout, parce que son médecin était parti à la retraite, le deuxième était parti à la retraite, et ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas vu de médecin, qu'il ne savait pas où on était. Donc on l'a dirigé vers une association qui lui trouve un médecin généraliste, et ça leur permet de rentrer. Est-ce que vous sentez aussi que pour eux, parfois, la santé n'est pas une priorité depuis très longtemps pour des raisons parfois économiques? Ah oui, ça, de toute manière, ça passe. Quand on a faim, hein, c'est la santé passe derrière. Justement, le rôle de ces villages santé, c'est de leur faire prendre conscience qu'il faut un petit peu s'en occuper. Après Les Rosiers et Herbel, 3 autres villages santé sont prévus pour cette année à Marseille. À peine 10 heures sur la montre et il fait déjà 27 degrés, mais pas de quoi effrayer Maxime. Très bien. C'est vrai ? Oui, très bien, très bien. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors en place rien, parce que de toute façon il n'y a rien à mettre en place, mais juste nous on a l'habitude quoi, tout simplement. En levant les yeux, on aperçoit plusieurs personnes qui travaillent sur le toit d'un immeuble et la situation est pour le coup beaucoup moins agréable. C'est ce que nous explique Mouand. On travaille obligé on n'a pas le choix. Obligé qu'on travaille déjà. Après on a des moyens des fois on prend avec nous des bouteilles d'eau. Voilà, des bouteilles d'eau, c'est tout. Quand vous avez fini cette journée de travail, vous êtes beaucoup plus fatigué. Comment ça se passe ? Fatigué, hein. C'est sûr que fatigué. Là, on travaille pendant le soleil, donc c'est obligé fatigué. On arrive à la maison, la douche, voilà. Après, on peut récupérer un peu. De son côté, Gilles semble le mieux loti dans la cabine de son engin de chantier. On a l'habitude et moi je suis dans la machine, bon, je mets le ventilo et on boit. Outre la chaleur, les travailleurs du BTP sont souvent les plus exposés aux rayons UV avec des risques immédiats et à long terme comme le coup de soleil, l'inflammation des yeux, le vieillissement prématuré, mais aussi dans les cas les plus graves, des cancers cutanés. Que ce soit pour fêter un anniversaire, tenir compagnie ou rappeler les bons gestes à adopter en cas de forte chaleur, les équipes du CCAS multiplient les appels pour limiter l'isolement chez les personnes âgées. Dès le 1er juillet, 10 étudiantes se joindront à eux pour passer près de 500 appels par jour et rendre visite à ces personnes pour leur faire un peu de compagnie. C'est avant tout un objet de lien, un objet qui permet aussi de donner les bonnes pratiques dans ces périodes de canicule et de détecter des situations, des problématiques sociales, d'isolement, de perte d'autonomie qui déclenchent derrière des interventions de nos équipes sociales. On a effectivement l'été un renfort de nos équipes avec des vacataires étudiants généralement qui assurent ce fameux plateau de téléphone qui nous permet effectivement de faire du lien toute la journée avec nos équipes. C'est en partie nos équipes qui le pilotent, mais c'est vrai que ce travail est en règle générale dévolu à nos jeunes recrues l'été. Je me permets d'appeler pour prendre un petit peu de vos nouvelles. Ils sont venus à la maison et vous avez porté le genre de ventilateur, vous savez, tout ça. Oui. Les personnes âgées. Oui, le kit canicule. Véronique est l'un de ces petits héros du quotidien qui se préoccupe de nos seniors. La canicule, chaque année, c'est pas que cette année, c'est tout le temps. C'est un renforcement, même s'ils sont au courant, même s'ils le savent, ça fait rien, on fait une petite piqûre de rappel. Et ils sont super contents, rien que de nous avoir au téléphone, ils sont contents. Et après, avec les visites, alors là, c'est des petits jeux de cartes, c'est des discussions. Ils prennent le temps d'être avec les seniors. Et les seniors sont trop contents de leur raconter leur passé, leurs petits-enfants. Enfin, des visites, ils n'en ont pas souvent. Ils ont des appels un peu de la famille.
Mais des personnes qui viennent les voir, il y en a effectivement, ils n'ont énormément pas de visites. Pour bénéficier de ce dispositif, il est possible de contacter Allo Mairie au 30 13. Que vous soyez de la famille ou un voisin, il vous est également conseillé de contacter ce numéro pour vos proches. De la fumée puis des flammes, cela n'a pris que quelques secondes avant que l'incendie ne se déclare. Alors comment éviter d'en arriver là ? Les automobilistes ont des solutions, des plus radicales aux plus simples. Arrêtez de fumer. Après, il suffit d'avoir une petite boîte dans sa voiture pour pouvoir les mettre à l'intérieur et les jeter chez soi. C'est tellement simple. C'est respectueux de la nature déjà pour commencer, et puis même pour eux en fait. Un départ de feu, ça peut enclencher beaucoup de choses, donc ils peuvent le mettre juste dans leur cendrier en fait, tout simplement, au lieu de le jeter par la fenêtre, mais bon, apparemment c'est trop compliqué. Spécialisée dans la gestion des risques naturels, l'entente Valabre mène chaque année le combat contre le jet de mégots. Jackie Girard en est le président. Les mégots, au final, sur l'ensemble des causes, représentent à peu près 25%. C'est donc beaucoup. Et si on joue là-dessus, même si on ne gagne que 5, 6, 10%, on peut diminuer de moitié facilement cette pratique. Dans quelques jours, sur les vitrines des buralistes, des affiches de sensibilisation devraient être installées avec comme message celui de responsabiliser les fumeurs sur les routes. Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes de France. Je crois qu'en ne les accusant pas, mais en les responsabilisant. Vous savez, depuis la nuit des temps, quand vous victimisez quelqu'un ou vous incriminez, il y a toujours un repli sur soi et on ne reçoit pas le bon message. De l'herbe sèche, du vent, une brise suffit et un mégot sont le triangle d'éléments si dangereux et redoutés par les soldats du feu et nos forêts en été. Alors, soyons responsables. C'est dans ce massif de Rognac qu'un feu a démarré dimanche dernier. Grâce à une alerte envoyée via l'application Fire Chaser 13, Lucas Arnichamp et ses collègues ont pu intervenir rapidement avant de passer le relais aux sapeurs-pompiers. Là par exemple on est sur un feu qui a parcouru environ 700 mètres carrés, qui n'est pas non plus d'une extrême virulence, mais tout de suite ça produit un panache de fumée, les gens se posent des questions et donc nous on va entre guillemets venir apporter des informations pour que la population soit rassurée ou malheureusement en cas de gros départ de feu au contraire, qu'elle sache quoi faire. La saison des feux s'étend du 1er juin au 30 septembre et les interventions sont nombreuses. L'association Fire Chaser 13, créée en 2018, a franchi un cap en 2023 avec le lancement de son application. Elle centralise les infos et les transmet aux sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône qui peuvent gagner un temps précieux. Une vingtaine d'agents sont formés pour repérer les premières flammes, mais un travail d'enquête reste indispensable, rappelle son président, Raphaël Supplisson. Il y a un pôle MSGU, médias sociaux en gestion d'urgence. On va scanner les réseaux sociaux, vérifier l'information. En moins de 10 minutes, on doit avoir la météo, la localisation du feu et un visuel. L'application est gratuite, elle compte aujourd'hui plus de 14 000 utilisateurs. Il fait déjà chaud, mais pourtant, il vous sera impossible de vous rafraîchir dans le canal. Étant la principale source d'approvisionnement en eau potable de la ville, il est formellement interdit de mettre un pied à l'eau sous risque de vous noyer. Déjà, c'est une eau qui peut être fraîche, c'est une eau qui vient des Alpes. Et si vous tombez dans l'eau, vous aurez beaucoup de difficultés à remonter, puisque les bords du canal sont très glissants. Ils sont abrupts et glissants de par les limons qui s'y déposent. La vitesse peut être importante sur le canal, elle peut dépasser le mètre par seconde, et aussi elle est variable. Donc en fonction des saisons, il peut y avoir plus ou moins de courant, plus ou moins d'eau. Donc une situation n'est jamais la même à un moment ou à un autre. Dans certains endroits, le canal plonge en siphon, provoquant des courants violents. Une aspiration entraînant jusqu'à 6 mètres de profondeur empêche une remontée à la surface. Pour l'heure, aucun incident n'est à déplorer dans la commune d'Allo, mais en cas de chute, des gestes sont à adopter. Normalement, pour sortir d'un rappel comme celui-ci, il n'y a qu'une seule solution, c'est se laisser couler et prendre la veine qui sort en bas et se repartir avec la veine qui sort en bas. Par contre, effectivement, quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est compliqué de se dire je vais me laisser couler. En fait, ici, la meilleure des solutions, c'est d'essayer de flotter le maximum possible, donc d'essayer de faire la planche. On va régulièrement couler, mais on va aussi régulièrement remonter à la surface. On va vite se fatiguer, mais ça laisse du temps aux pompiers d'arriver sur place et apporter secours à la personne. Le canal est jonché de barrières et de systèmes anti-intrusion afin de gagner en sécurité et limiter les risques de noyade. En 30 ans, 10 morts sont à déplorer.
C'est un nouvel outil dont les sapeurs-pompiers ne pourront peut-être plus se passer. Les combattants du feu expérimentent l'utilisation d'un exosquelette pour réduire la pénibilité de leur mission. L'expérimentation qui est menée avec cet exosquelette, dans le cadre du projet BioExo, c'est qu'il s'inscrit pour assister nos équipes, j'ose dire d'élite, le détachement d'intervention héliporté, dont la vocation c'est de pouvoir intervenir dans des zones difficilement accessibles, dans les zones escarpées. On va vraiment aller chercher le feu là où il se terre. Donc c'était vraiment l'idée de pouvoir expérimenter cet exosquelette pour mettre en évidence d'une part la préservation du capital santé de nos pompiers au travers le ménagement des apports et en termes d'efficacité opérationnelle, oui, on va être amené à pouvoir établir de façon plus rapide un établissement de grande longueur. Cet exosquelette fonctionne grâce à de l'air comprimé. Une fois équipé, il soulage son utilisateur dans le déplacement et dans le port de charges lourdes. On sent qu'il y a une facilité, on va dire, à se déplacer. Il y a surtout une facilité quand on est statique. Parce que ça, c'est vraiment un point qui est important, c'est que la personne qui va monter, elle va avoir des phases statiques parce qu'elle ne peut pas monter directement jusqu'en haut. Il faut qu'elle attende que l'eau arrive à chaque partie de l'établissement. J'ai comparé ça un peu à une assistance de vélo électrique. C'est-à-dire qu'il faut marcher pour que ça fonctionne, mais ça nous aide dans le mouvement. Donc il y a quand même un gain d'efficacité. C'est du confort, j'arriverai en haut moins fatigué et je pourrai mener des actions un peu plus en sécurité. J'éviterai d'avoir des malaises dus à forte chaleur ou des difficultés à monter. Voilà, donc ça, c'est ça qui est important pour nous. Un dispositif qui n'en est encore qu'à la phase expérimentale, l'exosquelette est constamment amélioré par l'équipe d'ingénieurs. Au niveau des améliorations qu'on voudrait apporter bientôt, ce serait une possibilité au niveau de la structure d'avoir un meilleur réglage qui puisse s'adapter aux différentes tailles de pompiers. Et également au niveau des sangles, pour le moment on est sur quelque chose qui est assez fin, assez peu rigide. On aimerait renforcer l'ensemble à ce niveau-là et rendre ça un peu plus solide. Les pompiers des Bouches-du-Rhône expérimenteront cet exosquelette tout l'été, principalement dans la lutte contre les feux de végétation. Une belle saison touristique estivale en prévision, c'est en tout cas le constat des campings et villages vacances de Martigues. La plupart commencent à se remplir depuis déjà plusieurs jours. Je pense que la saison est très bien partie. On a eu un début de saison mitigé avec le temps qui n'était pas forcément au beau fixe. Sur le mois de juin, on se rattrape avec pas mal de clientèle retraitée et les parents avec jeunes enfants. Sur juillet-août, on a une clientèle qui est plutôt familiale, qu'on attend impatiemment. Il nous reste quand même quelques disponibilités pour les retardataires qui n'auraient pas encore réservé leurs vacances. On est bien parti, on a un super soleil qui est tout le temps là. Les cigales ont commencé à chanter, on est au paradis à carreaux. Les professionnels du tourisme peuvent compter sur la venue de quelques clients étrangers, même si 74% des séjours restent réservés par une clientèle française. C'est principalement un public senior, un groupe de cyclos, etc. C'est de la population française. Et sur l'été, on a quelques étrangers, donc beaucoup. On a eu quelques Ukrainiens, Russes, Espagnols. Et c'est un juillet-août, c'est un public famille avec des locaux, quelques Marseillais qui viennent profiter de la plage ici, sur la couronne. De son côté, la municipalité est venue rencontrer plusieurs gérants pour les accompagner au mieux dans le lancement de cette saison. C'est un peu symbolique du démarrage de la saison et donc de leur marquer à la fois toute notre attention, notre soutien et notre satisfaction de voir qu'ils sont capables de développer l'accueil des touristes et beaucoup sont très satisfaits du démarrage de leur saison et de leur réservation. Cumulés, les différents établissements de vacances de Martigues proposent une offre de plus de 10 000 lits. En août 2020, le camping Les Tamarises disparaissait sous les flammes. L'incendie n'avait à l'époque rien épargné. L'ensemble du camping a été détruit, tous les chalets ont brûlé, toute la végétation avait brûlé, il restait absolument plus rien, juste un amas de cendres. Quand on est arrivé en septembre, il restait 2 palmiers sur le camping et c'est tout. Après 4 ans à l'abandon, Anthony et sa femme reprennent le camping. En plus de devoir tout reconstruire et tout réaménager, ils ont dû s'adapter à toute la nouvelle réglementation anti-incendie. Pour pouvoir réouvrir le camping, il a fallu respecter
déjà toutes les normes incendie. Donc déjà, on a dû monter un dossier pour la réouverture du camping, un dossier incendie qui est passé à la commission de sécurité. Les essences qui sont sur le camping, c'est des essences spécifiques. On n'a plus le droit, par exemple, d'avoir du pain, puisque c'est considéré comme trop inflammable. On n'a pas le droit d'avoir des vives, donc on a dû penser le camping pour délimiter des emplacements et des espaces sans haies vives, mais tout en ayant de la végétation. Donc on a des essences particulières qui résistent mieux au feu que d'autres. Le camping a rouvert ses portes en avril cette année. La clientèle est déjà au rendez-vous. Il y a des anciens qui reviennent voir le camping des Tamaris renaître et voir les nouveaux changements qu'il y a eu, la nouvelle piscine, les nouveaux sanitaires, tous les nouveaux locatifs qui sont tous neufs. Et en plus, nous avons la clientèle étrangère qui est au rendez-vous, puisqu'on a énormément d'Allemands, d'Hollandais et de Belges qui viennent séjourner au Tamaris. C'est donc une bonne saison qui s'annonce pour la réouverture du Tamaris. Malgré les fortes chaleurs de ces derniers jours, certains Marseillaises et Marseillais rencontrés peinent à suivre les recommandations de Santé publique France. J'ai pas trop la réflexion de me dire il faut boire de l'eau, il faut aller se rafraîchir, pas tout le temps. Des fois j'oublie de boire. Vous vous sentez comment après? Un peu fatiguée. De base je suis quelqu'un qui boit pratiquement jamais, mais avec le sport je suis obligé, donc je fais un petit peu des efforts. Je fais des efforts en ce moment. Même si les températures étaient en baisse ce mercredi avec un mercure limité à 31 degrés, Hugo Dumas, maître nageur sauveteur pour la ville de Marseille, reste en alerte. Vous allez bien? Juste pour vous prévenir qu'avec les fortes chaleurs, il faut faire attention avec les enfants, bien les hydrater. Voilà, là je vois qu'ils sont munis de brassards et tout, c'est nickel pour la baignade. Dans ce contexte de vigilance canicule, il redouble d'attention auprès des publics les plus vulnérables. On a eu des malaises liés à la chaleur. On a eu des malaises qui peuvent être liés à des problèmes de santé chez la personne. On a eu des personnes qu'on a dû sortir de l'eau, qui savaient soit pas nager, soit qui ont eu des coups de fatigue. À Marseille, les maîtres nageurs veillent et informent les baigneurs de 9h30 à 19h, se couvrir, boire de l'eau et éviter les heures les plus chaudes. Des gestes simples, renforcés par le plan canicule lancé par la ville jusqu'au 15 septembre pour protéger les plus fragiles face aux fortes chaleurs. Moi, la statistique déjà dans le premier 7e, qui est un des secteurs les plus concernés, c'est presque 10% des logements en plein été qui peuvent être loués en location touristique saisonnière. Et ici, je vous dis, ça peut monter à 25%. Donc on a fait la procédure habituelle, la police est passée, elle a mis un petit sticker le 27 mai. Et là, à peu près 15 jours après, donc si la boîte à clé est toujours accrochée au mobilier urbain, on passe la retirer. Voilà. Est-ce qu'elles reviennent après? Peut-être qu'il y a un certain nombre de propriétaires, comme souvent ils sont très à distance, ils n'habitent pas ici, qui ne doivent même pas être au courant que la boîte à clés a disparu. Ou en tout cas, oui, bien sûr, elles reviennent, c'est pour ça qu'il faut pas passer qu'une fois. En tout cas, la ville, c'est tolérance zéro. Hein. Oui, on est connu maintenant pour être une des villes les plus sévères sur les locations touristiques saisonnières. Ça commence apparemment peut-être à faire réfléchir certains propriétaires qui mettent en vente leurs appartements. Vous savez qu'on est en pleine crise du logement, donc on fera le bilan à la fin de la saison touristique. En tout cas, ça fait partie des mesures, c'est vrai, médiatisées, mais on en fait un peu exprès aussi, même si on les retire en vrai, qui font parler du problème dans toute la France. Oui, effectivement, il y a de moins en moins de personnes qui investissent dans ces résidences de tourisme. Il n'est pas question de laisser l'espace public se faire coloniser par les boîtes à clés. Ça dévie complètement l'esprit qu'il y avait même dans les résidences de tourisme, puisque vous n'avez plus de personnes qui vous accueillent, c'est devenu totalement impersonnel, ce qui est une location avec une boîte à clés quelque part. Donc ça perd complètement son sens. Et aujourd'hui, oui, on constate quand même qu'il y a un retour et un abandon progressif de ces boîtes à clés dans les zones où on a déjà sévi et on a déjà enlevé ces boîtes à clés. Si vous comptiez venir dans les Calanques ce week-end les mains dans les poches, impossible. Depuis 2022, le parc national des Calanques a mis en place ce dispositif de réservation, ce qui ne semble pas contrarier les touristes et les locaux.
Avec l'été, le nombre de gens qu'il y a et le risque de feu, je trouve que c'est bien. On habite en Nouvelle-Zélande où justement on fait très attention à la nature, très attention de ne pas faire de pollution ni quoi que ce soit. Du coup, je trouve que c'est très bien que ça soit en France aussi. Moi, je connais les calanques depuis 20 ans ou 30 ans. Mais déjà à l'époque, il y avait beaucoup de monde, et puis surtout le week-end. Encore le monde, si c'était des gens qui étaient un peu conscients de ce qu'il fallait faire ou de ce qu'il ne faut pas faire, à la rigueur, mais ce n'est pas toujours le cas. Passer de 4000 à 400 personnes, c'était l'objectif du site afin d'éviter les pics de surfréquentation, provoquant du surpiétinement et la dégradation de certaines espèces. Mais en 4 ans, le dispositif commence déjà à faire ses preuves. Ce qui est immédiat, c'est un effet de tranquillité. C'est qu'en fait, le public peut profiter de la calanque de Sugiton et vivre une expérience en espace naturel qui est celle qu'on attend dans un cœur de parc national, c'est-à-dire apaisé, tranquille et ressourçant. Et le second effet, qui est au niveau du milieu, c'est qu'en fait, on observe déjà que l'érosion, c'est-à-dire le départ de la terre à la mer, est stoppée. Donc il n'y a plus d'érosion, ça permet aux racines des arbres de rester sous terre, qu'il n'y ait plus de dégradation. Et la deuxième qu'on observe, c'est qu'en fait on a des petites reprises de végétation, notamment quelques plantules de pin, et c'est aussi lié au bénéfice du contingentement, puisque c'est des zones qui sont au repos et qui ne sont pas piétinées par les gens quand ils sont dans la calanque de Sugiton. Les réservations seront également obligatoires du 28 juin au 31 août et les week-ends du 6 et 7 et 13 et 14 septembre. Il est possible de réserver pour 5 personnes maximum et jusqu'à 8 fois sur ces périodes. Allez-vous pouvoir faire trempette dans l'étang de Berre cet été? Pour contrôler la qualité de l'eau de la lagune, 3 organismes travaillent ensemble, le JPREB, l'Agence régionale de santé, ainsi qu'un laboratoire indépendant. Un protocole précis doit être suivi. Alors le protocole de prélèvement, il est à la fois simple et à la fois très important, et il est à la fois très important de le respecter. On va aller dans l'eau jusqu'à une profondeur de 1 mètre. Donc on doit être dans cette masse d'eau, c'est un endroit qui va représenter la qualité de l'eau. Et on va faire le prélèvement à 30 cm sous l'eau dans un flacon qui est stérile. On va l'ouvrir sous l'eau pour n'avoir vraiment que l'eau et aucune contamination, ne serait-ce que par les mains ou d'autres éléments extérieurs. Et on va le refermer sous l'eau pour pouvoir enfermer l'eau à l'intérieur sans contamination. Ensuite, il va être conservé au frais jusqu'au laboratoire, puis être analysé. Pour déterminer si l'eau est baignable, le contrôle en laboratoire ne suffit pas. Raphaël Grézel insiste également sur le contrôle visuel de l'eau qui permet de dresser un premier bilan. Alors, il y a souvent, on s'attache uniquement à ce critère-là de la qualité en termes de bactériologie. Mais il faut savoir que l'ensemble, il y a plein d'autres critères qui sont également mesurés, mais qui vont faire l'objet d'une observation visuelle. C'est-à-dire que chaque matin, sur une plage qui est ouverte à la baignade, on va venir jeter un coup d'œil. Alors ça peut paraître comme ça un peu léger, mais en fait, simplement, en venant sur la plage, on va pouvoir voir s'il y a des odeurs particulières, s'il y a des échouages d'algues, s'il y a des poissons morts, s'il y avait une trace de mousse ou d'hydrocarbures par exemple. Donc tout ça, ce sont des éléments qui pourraient signer une pollution. Mais cette surveillance visuelle quotidienne, elle permet justement d'enlever le doute et de se dire bon, tout va bien, en gros, on peut ouvrir la baignade. Au total, 16 lieux de baignade sont contrôlés régulièrement sur l'étang de Berre du 1er juin au 31 août. Les préparatifs battent leur plein un peu partout chez les restaurateurs. Dans certains même, tout est déjà prêt, les équipes au complet et l'ambiance pleine d'enthousiasme. On la prépare sainement, sereinement. Franchement, on a tout pour réussir notre saison. Je cultive le côté familial de la paillote, avec beaucoup d'enfants autour de la paillote parce que je vends beaucoup de sucré. On fait pas mal de plats aussi qui sont sympas. Les clients sont au rendez-vous, les martégots sont au rendez-vous. Donc pour moi, le début de saison commence assez bien. Voilà. Ailleurs, ces préparatifs avancent aussi à bon rythme, même s'il manque encore quelques renforts. Malgré tout, la confiance reste de mise. Pour l'instant, on est encore en recrutement de personnel. On a un serveur qui s'en va dans 2 semaines. Il faut qu'on trouve un deuxième cuisinier parce qu'il y en a un qui retourne à Courchevel. On essaye de tout organiser, que ce soit au niveau des serveurs, des cuisiniers, de la carte, tout ce qui est les préparations, les livraisons. Là, on a quasiment tout mis en place. Comme ça, dès qu'on arrive sur les grandes vacances, il y a tout qui est en place et tout devrait bien se passer. Des restaurateurs mobilisés entre sérénité et dernier ajustement pour un été qui s'annonce tambour battant. Depuis 8h ce lundi matin, les élèves de terminale planchent sur leur sujet de philosophie. Certains sortent vers 9h, tandis que d'autres préfèrent rester les 4h. Parmi eux, beaucoup révisent au dernier moment, car ils savent déjà qu'ils auront leur diplôme.
Ça n'a plus vraiment d'intérêt en vrai. C'est-à-dire que là, le but, c'est juste d'avoir le bac et c'est plus quelque chose de super dur. Si on a vraiment juste écouté toute l'année, on peut très bien s'en sortir et avoir le bac avec la moyenne, quoi. Après, c'est plutôt aussi pour notre trophée personnel. Si j'ai la mention très bien ou la mention bien, c'est un peu un trophée qui est pour moi et du coup, c'est important aussi. Mais juste pour avoir nos études et tout, le bac, ça a plus autant l'importance que je sais que ça l'avait avant. Pour d'autres, le bac reste encore une épreuve cruciale pour leur avenir, comme pour Suzanne, qui est confiante pour son épreuve. C'est important pour les études que je veux faire après, si je veux me réorienter par exemple. Et puis même ils le prennent en compte si on a notre bac, la licence. C'est quand même important pour moi. Les lycéens devront maintenant passer leurs épreuves de spécialité du 17 au 19 juin. C'est 136 affiches et 94 vidéos qui ont été réalisées dans toute la France pour sensibiliser au harcèlement. Parmi eux, 117 projets proviennent d'élèves des Bouches-du-Rhône, un moyen d'ouvrir la parole chez les plus jeunes et d'éradiquer ce problème. La lutte contre le harcèlement, c'est une action de tous les jours, c'est-à-dire que chaque adulte dans l'établissement doit se sentir responsable de ce sujet, mais aussi chaque élève. C'est pour ça qu'on forme notamment des ambassadeurs lutte contre le harcèlement. C'est l'affaire de tous en fait. Si c'est ton problème, c'est mon problème. C'est ça l'idée. Je crois qu'en y mettant tous de la bonne volonté, de l'énergie, on peut vraiment venir à bout de ce fléau. Sur les 15 lauréats, 9 sont de la région. Un établissement a cependant su se démarquer. L'école élémentaire Olivier Guiraud et le collège Louis-le-Prince-Ringuet de la Phare-les-Oliviers se sont vus remettre le prix de la meilleure vidéo à l'Élysée, aux côtés du président Emmanuel Macron. Un moment hors du temps pour ces jeunes qui n'ont pas perdu de vue leur objectif. Je suis très content parce que je pensais pas qu'on allait aller aussi loin. Et content d'y aller et ça fait une grosse émotion. Ça nous dit qu'on peut tout faire si on y croit. Et je trouve qu'on est tous différents, mais on se ressemble tous dans le fond. Faut pas se laisser rabaisser par les gens qui harcèlent. Si on arrête d'harceler et qu'on va voir un adulte, on peut se faire aider même si on a déjà harcelé. Et on se sentira mieux quand on se regardera dans le miroir. Toutes les productions des lauréats sont à retrouver sur la chaîne YouTube et le site du ministère de l'Éducation nationale. 85 assiettes ont été dressées pour les résidents du CCAS, au menu kefta accompagné de son riz et crème dessert à l'eau de rose et à la pistache. Le festival tient à mettre en avant la nourriture, source de partage et de convivialité. C'est très important que mélange les cultures aussi avec les Afghans et France, c'est bien. Parce que déjà, il y a beaucoup d'Afghans vivent en France. Comme ça, France aussi connaît pour notre culture, c'est quoi notre plat, c'est cuisiner, c'est quoi. La cuisine, c'est un langage universel, on peut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de mots pour retranscrire une émotion ou parler de là où on vient, avec des épices, des produits, des recettes. Et c'est un autre moyen de toucher un public différent. Ouais, on a des cuisiniers qui parlent absolument pas français sur certaines collaborations et on arrive toujours à se débrouiller pour faire passer des messages et je pense que la cuisine, c'est vraiment essentiel là-dessus, quoi. Le Food Refugee permet également de favoriser l'insertion professionnelle dans le milieu de la cuisine pour les personnes ayant quitté leur pays, un moyen pour eux de faire découvrir de nouvelles spécialités, ce qui ne déplaît pas aux résidents. C'est toujours agréable, c'est toujours intéressant de découvrir les autres pays. Moi, je vous dirais franchement que je devais déjeuner ailleurs aujourd'hui et j'ai changé mon plan parce que j'habite ici et finalement je suis venu pour partager. Le festival se poursuivra jusqu'au 25 juin, cette fois-ci dans différents restaurants sous réservation. Plats tchadiens, guinéens, palestiniens et égyptiens, il y en aura pour tous les goûts. « 10 équipes, 12 soirées de compétition. La T-Cup se dispute dans plusieurs quartiers de Martigues, Croix-Sainte, Saint-Roch, les Quatre Vents, Boudème et Mas-de-Poine. Un tournoi créé par Ouladi dans le but de fédérer. L'idée de la T-Cup, elle est née tout simplement grâce à une envie de rassembler, d'unir tout le monde, de rassembler un maximum de personnes de la ville de Martigues et de tous les quartiers de Martigues, et aussi de mettre un peu en valeur les commerces locaux de la ville. Donc ça a donné la T-Cup.
Chacune des équipes en compétition est soutenue par un commerçant de la ville. Zououdi, lui, est ravi de pouvoir participer pour la 2e fois. C'est un projet super, donc ça fédère. C'est bien pour la communauté de Martigues, donc du coup on pouvait qu'accepter. On était déjà présent l'année dernière, donc avec plaisir on sera présent pour les prochaines éditions. Chaque soir, ce sont plus de 200 supporters qui se pressent aux abords des stades, un événement qui attire de plus en plus de monde. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde et franchement c'est un très bel événement, tout le monde a répondu présent, donc super content. Ça fait plaisir parce que c'est un beau tournoi, une belle organisation de la part d'Ouladi et de toute son équipe, son staff. Donc jouer devant tout ce beau monde à Martigues, sous le soleil, surtout que quand on a grandi dans cette ville, Martigues, Port-de-Bouc, et qu'on soit tous rassemblés, qu'on montre un petit peu de belles choses dans la ville. Donc ça fait plaisir, bien sûr ça fait plaisir. Forcément c'est une grande fierté pour moi, c'est une grande fierté de rassembler, de fédérer autant de gens. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la Tic Cup, on ne fait pas que jouer au foot, mais on passe un message. Et le message, il est clair, c'est que quand les quartiers s'unissent et quand on est tous ensemble, ça donne ce genre d'événement et c'est une grande fierté pour moi. Ouais. Le jeune Martégal l'assure, l'aventure de la Tic Cup ne fait que commencer. Il pense déjà à l'édition de l'année prochaine. Ce n'est pas encore la cohue, mais il y a tout de même du monde dans les ruelles de ce village des Marques en cette veille de solde oubliée de tous. C'est vrai que j'y faisais pas forcément attention cette année. Alors non, je savais pas que ça démarrait déjà demain, mais oui, je fais beaucoup les ventes privées en fait, aussi en avance des soldes, parce que souvent pendant les soldes, il reste pas grand-chose. Est-ce que vous, les soldes, c'est quelque chose auquel vous faites attention ou pas du tout? Non, absolument pas, sincèrement, j'achète quand j'ai besoin. Je suis désolé, mais voilà, tout simplement. Alors quand on est un peu gros, les soldes, c'est que des vieilleries. C'est vrai, hein, que des couleurs pourries, voilà. Donc moi les soldes, j'y vais pas. Une question se pose alors, est-ce toujours une bonne affaire et un rendez-vous qui continue d'attirer les foules? Réponse avec Michela Frattini, la directrice de MacArthur Glen Provence. Pour nous, les 4 semaines des soldes d'été représentent encore 12% de notre chiffre d'affaires, qui est plutôt important. Pourquoi ? Parce que les affaires sont super intéressantes. On est toute l'année à moins 30. Sur les soldes, on monte à moins 30, plus moins 30, moins 40, moins 50, moins 70. Donc c'est presque un cadeau, en effet, c'est qu'on peut acheter. La course aux bonnes affaires est donc lancée. Reste à savoir si le public répondra présent. Selon un sondage Opinionway, 61% des habitants du Sud-Est n'ont pas l'intention de faire les soldes cette année. Pour la majorité, par manque de moyens financiers. Dans son petit local, Nathalie Cornet crée ses vins blancs et rouges avec un vieux pressoir manuel à cliquer avant de les mettre en bouteilles. Des bouteilles, 10 000 par an, qu'elle consigne désormais à ses clients afin de pouvoir les réemployer. Une pratique vertueuse, mais pas sans contrainte. On est obligé d'utiliser des bouteilles qui sont standardisées au niveau national, puisqu'en fait, il faut qu'elles puissent être réutilisées un peu partout. Elles sont plus lourdes pour pouvoir supporter le réemploi, donc pour moi, économiquement, c'est plus cher. On est obligé d'utiliser des étiquettes à colle soluble pour qu'elles puissent se retirer au lavage. Et évidemment, on n'a pas 100% de retour de bouteilles. C'est-à-dire que je suis malgré tout obligé d'acheter des bouteilles neuves. Mais ça se développe de mieux en mieux. C'est-à-dire que la première année, j'ai eu une demi-palette, c'est-à-dire à peu près 600 bouteilles qui sont revenues en réemploi. L'année suivante, j'ai eu une palette. Et cette année, j'ai eu 2 palettes. Comme d'autres professionnels de la région, Nathalie Cornec a pu compter sur l'aide logistique de l'Incassable, une association marseillaise spécialisée dans le réemploi. Camille Chanson, sa directrice. En fait, c'est vraiment une aberration de boire une bouteille, de l'amener à la borne de tri pour qu'elle soit cassée, broyée et refabriquée à l'identique, surtout lorsqu'elle est consommée et refabriquée localement. On sait aujourd'hui que ça permet d'économiser de l'eau, du CO2 et de l'énergie, parce qu'il faut beaucoup d'énergie en fait pour faire refondre du verre. Il faut faire fondre le verre à plus de 1500 degrés pendant plus de 24 heures. Avec 200 000 bouteilles collectées cette année, l'Incassable a pour objectif d'atteindre annuellement le million à partir de 2029. Dans les allées du centre commercial Grand Vitrolles, les curieux se pressent pour faire estimer leurs objets. Certains y voient une opportunité de se séparer d'un vieux souvenir. D'autres espèrent tomber sur une belle surprise. Je l'avais acheté pour mettre dans ma salle à manger. Et puis on a changé de modèle, donc il ne va plus du tout avec dedans. On l'a mis sur le côté et je voudrais m'en débarrasser. C'est un tableau du faussaire Francis Lagrange qui, en France, faisait des faux billets, des faux tableaux et s'est fait attraper.
Je me suis occupée d'une grand-maman pendant 5 ans qui l'a connue personnellement. Maintenant, elle ne va pas chez moi, c'est plutôt l'histoire de la Guyane. Donc j'aimerais savoir déjà s'il a une valeur et ce que je peux en faire. Face à eux, Aurore Maurice, figure emblématique de l'émission Affaires conclues, prend le temps d'écouter, expliquer et évaluer chaque pièce avec bienveillance. Le but, c'est venir à la rencontre des gens, de voir leurs objets, de leur donner une information. Eux me voient derrière la télé, mais moi j'aime bien avoir le contact humain, pouvoir avoir leurs informations, pouvoir leur partager quelque chose qui est différent. Les visiteurs repartent avec le sourire et le sentiment d'avoir appris quelque chose pendant cet échange. Ça a bien expliqué un peu les rouages entre guillemets du milieu, tout ça quoi. Mais en tout cas, elle était super gentille, super sympa, souriante. C'était un bon moment. Elle m'a super bien expliqué le marché de l'art, comment ça se passe, et c'était super intéressant, quoi. Si quelque chose est rare, donc ça vaut cher. Si c'est pas demandé, ça vaut rien, quoi. Et c'était vraiment très instructif ce qu'elle m'a dit. Ouais, j'ai bien aimé. De simples objets devenus prétexte à l'échange, Trésor caché a transformé une journée ordinaire en moment de découverte et de partage. À Entresaint, on est fier de son foin. Ce dernier est reconnu mondialement pour sa qualité. La production de foin est à la base de quasiment tous les agriculteurs et producteurs locaux du secteur. Mais cette culture est en danger. On écoute Jérôme Lescaut, agriculteur et producteur de foin. On est en perte, nos exploitations sont en difficulté. Il y a de moins en moins de bêtes au niveau français, européen et même mondial. Et de ce fait, les bêtes n'arrivent pas à manger toute la production de foin. Aujourd'hui, le prix de vente va se vendre à environ 150-160 €. Alors pour que nos exploitations s'en sortent, il faudrait qu'on vende notre foin au minimum à 200 € la tonne. Un danger qui en amène un autre, celui de la recharge de la nappe phréatique. 70% de cette dernière provient de l'irrigation traditionnelle des prairies de foin de Crau. La perte d'eau liée à cette agriculture du foin impacterait la zone sur tous les plans, selon la présidente du CIMCRO, Céline Tromentin. On pourrait avoir des déficits de recharge de la nappe phréatique de la Crau qui alimente 300 000 habitants du territoire en eau potable. Nappe phréatique qui alimente aussi la zone industrielle eau portuaire de Fos, qui alimente les 2 bases aériennes d'Istres et de Salon de Provence stratégiques sur ce territoire, et donc du coup qui alimente la vitalité économique, démographique de ce territoire. La sauvegarde des 13 000 hectares d'agriculture de foin est donc très importante pour la nappe phréatique, selon le CIMCRO. Un schéma d'aménagement de gestion des ressources sera installé par le préfet à la mi-juin pour travailler sur le maintien de tous les usages de l'eau sur le territoire. On pensait tout connaître de ses œuvres, voilà qui est faux. Depuis quelque temps déjà, Paul Cézanne nous livre de nouvelles œuvres, toutes découvertes sur les murs du salon de la Bastide familiale. Antoinette Sinigalia, restauratrice de peinture murale. Pour l'histoire de l'art, je pense que pour les spécialistes de Cézanne, c'est important. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Et sur les datations qui avaient été faites avant, donc qui sont remises en question, et sur l'approche des premières années de Cézanne, parce que là il a 20 ans, il sort de l'école des Beaux-Arts. De l'enthousiasme, de la fierté, mais surtout beaucoup de joie pour Sophie Joissin, maire d'Aix-en-Provence. Franchement, on est très très heureux de ces découvertes, parce que la ville d'Aix-en-Provence est très attachée à son peintre. Et puis c'est aussi un petit peu une union retrouvée. Parce qu'aujourd'hui, c'est la ville donc, qui est propriétaire de la Bastide et qui, pour le plus grand bonheur, je pense, des Aixois et de ses visiteurs, pourra leur découvrir une œuvre comme on ne l'imaginait pas du peintre Cézanne, et sûrement une jeunesse aussi. Une fois l'événement Cézanne 2025 terminé, les travaux de restauration du salon de cette Bastide vont se poursuivre, révélant encore un peu plus de cette œuvre majeure de l'univers de cet artiste que beaucoup appellent le père de l'art moderne. Direction le cinéma Pathé à Plan de Campagne, avant-première du film Avignon, Grand Prix du Festival de l'Alpe d'Huez, une référence et séance Feel Good. Initiée par Séverine Breil, la directrice régionale sud-est des cinémas Pathé-Gaumont, l'idée d'une séance dans les meilleures conditions, avec un bel accueil, des petits cadeaux, passage au comptoir et direction la salle de ciné
pour passer un bon moment, une soirée feel good en perspective. Merci infiniment. Excusez-moi, je viens de voir le CID, le spectacle était incroyable. Corneille. Ouais, d'ailleurs, j'ai acheté le bouquin. Tant mieux, super. Rage au désespoir. Hey, ça va et toi? En tout cas, je suis d'accord avec toi, faut vraiment serrer l'acte 3. De quoi, pardon? Ouais, enfin, tu m'as compris. Allez, à plus. Attends, depuis le début du festival, tu lui fais croire ça? Waouh, c'est hyper romantique. Top, vraiment. Ouais, c'est très très bien joué, super histoire et j'espère que le film fonctionnera parce que c'est mérité. Franchement, il a fait un très très beau film avec des acteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en tête d'affiche. Et non, très très belle histoire et c'est une belle réflexion sur le métier de comédien. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé le film. J'espère que ça va fonctionner, parce que ça mérite en tout cas. Avignon, un film comique, dramatique, dans toute sa splendeur. Ouais. Et très bien, pourquoi? Pour pouvoir voir la réalité donc, des acteurs et ce qu'ils vivent sur Avignon réellement. Une vie qui n'est pas facile d'artiste, quoi. Une belle mise en scène, un bon rythme, sympa. Et c'est vrai qu'on voit les relations entre hommes et femmes et c'est pas évident tous les jours. Oui, toute la publicité qu'ils doivent faire, tout ce qu'ils doivent mettre en avant. Ah oui, non, mais le film est vraiment complet, c'est excellent. Ouais. Allez, salut Thierry, salut les amis, et bravo, ça commence à monter en énergie cette histoire-là, on est bien là. Non mais il va venir voir la pièce tous les jours, lui, ou quoi?